Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Florence. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, on a troqué notre café traditionnel par une boisson avec des bulles. Je plaisante naturellement, mais c'est pour mieux accueillir notre invitée du jour, Florence Guyot. Vous êtes la fondatrice d'une maison de champagne Marguerite. Et moi, ça m'a complètement fasciné votre histoire parce qu'on va en parler, mais Marguerite, c'était votre grand-mère. Exactement. Et vous avez fondé cette maison de champagne, une femme dans un secteur qui est quand même plutôt masculin, pour parler de champagne. Moi, ça m'a plu, cette histoire incroyable. Et donc, ce matin, on est accueillis dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. Florence, vous connaissez le principe de l'émission. On commence toujours par interroger nos invités sur cette notion d'engagement. Florence, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors, l'engagement. En fait, je pense que ça va au-delà du du sexe féminin ou masculin. C'est vrai? L'engagement. Je pense que ça vient vraiment de l'intérieur, on va dire. Et je pense que c'est une question de personnalité aussi. Ouais. Et il y a des moments aussi, des étapes dans la vie où on a plus de punch pour avancer, où on se sent plus prête. Et donc, on peut dire qu'on est plus engagé. Mais ce qui est intéressant, toujours, c'est la phase cachée de l'iceberg. Ouais. Donc, pour arriver à dire « je suis engagée », en réalité, il y a beaucoup de faiblesses et beaucoup de pots cassés que l'on ne voit pas parce que forcément, on voit que quand on récolte le fruit. Et donc, alors, vous, est-ce que vous avez le sentiment en ce moment d'être engagée ? À petit, je commence à être plus en harmonie avec moi-même, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je pense que c'est intéressant de dire ça parce qu'on croit toujours qu'on est un petit peu né dans une cloche en cristal, surtout quand on parle de champagne. Ça fait un peu pétiller, c'est quand même prestigieux aussi, donc c'est une chance d'une certaine manière. Mais je ne suis pas du tout née dans ce secteur et j'ai beaucoup angoissé, pleuré. Ah oui, c'est vrai. Mais pourtant, oui. vous venez quand même du milieu des spiritueux, oui, des vins. Tout à fait. C'est un univers que vous maîtrisez. Depuis 1857, vous voyez. Ah oui. Ça se voit pas vous du ne premier les faites coup pas. d'œil, Non, c'est clair. Mais effectivement, c'est pour ça que j'ai dédié mon champagne à ma grand-mère Marguerite Guyot, d'ailleurs, pour rappeler la passion familiale et pour essayer de perpétuer les valeurs dans nos métiers. Voilà. Donc pour moi, c'était en résonance avec ce que je suis. Donc je trouve ça intéressant aussi. Et puis, c'est une histoire de femme. Voilà, exactement aussi. C'est merveilleux, non, dans cet univers, dans ce secteur. Voilà. Alors après, c'est un engagement, c'est à la fois... c'est un voyage. Pour moi, c'est tout un voyage. C'est le fruit de toutes mes expériences. Tout ce qui a été compliqué au départ, même si je suis née dans ce secteur et un peu dans une cave, en fait, pas très loin d'ici, dans des anciens caveaux du XIIe siècle. Tout cela, ça fait vraiment rêver. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Le nom ne suffit pas. J'ai eu l'impression un peu vraiment le sentiment de démarrer à zéro dans ce domaine. Essayer de faire sa place dans la sommellerie, c'est pas facile. Parce qu'effectivement, moi, au départ, je ne suis pas non plus propriétaire des vignes. J'ai eu la chance de pouvoir participer à l'élaboration de mon champagne pour donner un goût à mon champagne, voilà, qui reflétait vraiment ce que j'aime dans le champagne, après des longues années d'expérience avant, bien entendu. Voilà, donc finalement, c'est tout un travail. C'est un travail, et à la fois, il faut quand même que ce soit une passion. Et je pense que, comme dans tout métier, finalement, c'est vivre son métier pleinement, sans vraiment regarder l'heure. Parce que j'ai passé des années où je n'ai pas vraiment gagné d'argent, même, j'en ai perdu. Donc, c'était... La liberté a un prix, voilà. La liberté a un prix, et donc, mais ça n'a pas de prix. Mais alors, elle vient d'où cette passion? Quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Vous vouliez, dès petite fille, vous vouliez être dans ce milieu? Vous rêviez de vignes et de champagne ou pas du tout? Alors franchement, pas du tout. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Vous n'aviez pas de rêve de petite fille à 6 ans, 7 ans? Mon rêve, c'était d'aller loin, parler des langues et voyager. Ah oui, ok. Voilà, quand même, c'était... Ouais. Et d'ailleurs, j'ai commencé par là.
je vous dirais franchement. Pendant longtemps même, avec mon sac à dos et mon appareil photo. Et donc, j'ai travaillé dans tout autre domaine. Alors attendez, vous êtes petite fille, vous rêvez de Voilà, voyage et de contrées lointaines, c'est ça un petit voilà. peu? Donc, dès que j'ai eu la Euh, majorité, j'ai ouais. pu parce que quand même, l'éducation était assez, on va dire, conservatrice. J'aime bien Ouais. ce terme, je l'ai trouvé bien. Ça permet de cadrer un peu le Ça sujet. situe, tout à fait, on voit. Et en réalité, dès que j'ai pu partir, j'ai pris mon premier billet d'avion et ça a duré quand même certainement assez longtemps. Ah oui, ok. Vous êtes Voilà. partie faire le tour du monde. Par petits bouts, hein. Je ne suis pas D'accord. partie d'un coup, Mais mais vous avez arrêté vos études ou vous êtes... non, non, j'ai terminé mon BTS de tourisme puisque voilà, le voyage me faisait quand même rêver. D'accord. Donc j'ai fait un BTS de tourisme et mes voyages m'ont donné envie vraiment de connaître les différentes cultures du monde. Ouais. Et j'aimais bien prendre du temps pour voyager, ne pas aller d'un endroit à l'autre. Mais pour moi, le voyage, c'était vraiment le quotidien. Oui. Voilà, à travers les personnes, les cultures, les pêcheurs à Madagascar, en Indonésie. Mais vous êtes partie toute seule. Oui, Ah oui, ok, à voilà. 18 ans, 19 ans. Oui, ouais, ouais. Non, Ah j'étais oui. partie en réalité même un peu avant en train chez ma grand-mère en Italie, en Irlande, en Angleterre. Et dès que j'ai pu, je suis partie 1 an aux États-Unis. Et après, 1 an en Espagne. Donc, je parlais donc, couramment les 4 Mais langues. alors attendez, ça veut dire qu'on vous a laissé faire? Vos parents, ils vous ont laissé faire ou Alors, ils c'est étaient ça pas qui est drôle d'accord parce ou... que avant, je n'avais pas trop Le le choix? droit Ouais. de sortir comme ça. Il fallait que je dise où j'allais. On n'avait pas de portable, donc on laissait les numéros de téléphone fixe où on allait. Oui, c'est vrai. Donc, c'était quand même, fallait faire attention. Et puis, c'est pour ça que dès que j'ai pu le faire, je suis partie toute seule. Et ça, j'ai eu un sentiment de liberté incroyable. Et je me sentais responsable à la fois, hein. Mm. Je n'étais pas partie pour faire n'importe quoi. Donc, je travaillais quand je rentrais à Lyon. Ouais. Et puis, dès que j'avais un peu d'argent, entre deux, je reprenais un vol sec. Et je partais 1 mois. Ah oui, vous Donc, avez jamais eu peur? Vous étiez... non. Ah oui, c'est Non, marrant je ça. pense que, vous voyez, la peur, elle s'estompe avec cette énergie de liberté. À la fin, on est tous fabriqués différemment, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Moi, j'étais poussée par l'ouverture vers les différentes cultures. J'avais vraiment envie de la découverte. Vous aviez besoin de Voilà. ça. Ouais, voilà. Donc, c'était enrichissant. Ça m'a permis de connaître différents pays, différentes cultures et dans différentes langues. Donc, ça me plaisait beaucoup. Donc Voilà. vous avez fait États-Unis, Madagascar, l'Indonésie. L'Indonésie, beaucoup. Après, petit à petit, je me suis passionnée aussi de trekking et de plongée. Donc, j'ai essayé de trouver des pays qui liaient les deux, les deux extrêmes en réalité. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et puis, donc, l'Afrique, un petit peu, le Kilimandjaro, c'était une de mes expéditions Ah oui. où j'ai un peu craqué avant l'arrivée, mais finalement, toute expérience est enrichissante puisque je suis redescendue, j'ai craqué à 5400 mètres, Ouh là là. donc dans la dernière ligne droite. Et puis finalement, là, j'ai compris qu'il fallait que je redescende. C'était ma liberté de continuer ou pas, mais les guides m'ont dit que je devais choisir. Et je suis redescendue et finalement, on était dans des campements à 4006 où les personnes qui nous accompagnaient nous préparaient à manger. Les locaux étaient là pour préparer l'arrivée de ceux qui allaient faire l'ascension. Et j'ai passé du temps avec eux, faire des photos et partager des moments humains aussi. Donc finalement, c'était bien. Voilà. Donc Ah oui, il faut mais c'est une accepter sacrée aussi que aventure. parfois, Oui, on craque. Et ben, c'est voilà, c'est normal. Ça c'est- fait partie de je l'aventure. pense que psychologiquement aussi, il faut être fort parce que quand on est épuisé physiquement, après, Mm. il y a autre chose qui nous pousse. Puis c'était comme ça. Sur le coup, c'était dur. Et après, j'ai accepté et je m'étais dit que j'allais le refaire. À l'époque, je fumais en plus. Oula, effectivement. Je ne fume plus. Ouais. Donc, mais ça va au-delà. Donc, on verra. J'ai fait d'autres choses après. Donc,
Après, Mais alors, donc, du voilà, coup, alors, vous faites tous ces voyages. voilà. Là, vous avez en grosso modo entre 20 et 25 ans? Oui, jusqu'à facilement Ah oui, 35, ok. je sais pas. Ah Enfin, oui, donc après, j'ai vous étiez continué quand même obsédé pas par mal, hein. ça. Vous faisiez Ah oui, ça, vous oui, bossiez, vous faisiez voilà. ça. Ok, Ouais, je travaillais dans d'accord. l'interprétariat surtout Ah ouais, et dans le d'accord. tourisme. Donc, j'accompagnais des touristes aussi avec les cars, notamment Burtin, je crois, Vernet, je ne sais plus. Enfin bon, Ouais. les enseignes lyonnaises, pour pas les citer, ça m'est venu spontanément. Peu On importe. a le droit, hein, Ouais, je ne sais on plus est fiers de nos exactement. entreprises Oui, il y avait, ou peut-être régionales. Philibert, je ne sais plus maintenant. Enfin bref, donc j'accompagnais les touristes. Là, j'avais 25 ans peut-être sur les lacs italiens, puisque je suis moitié italienne. D'accord. Maman est italienne, de Florence, d'où mon prénom d'ailleurs. Ah oui, d'accord, Voilà. ouais, carrément. Voilà, donc ouais, vous voyez, deux villes de Renaissance, Ouais, c'est Lyon vrai. et Florence. Ah oui, vous faites Deux le beau terres de trait vin d'union, aussi, c'est quand vrai. même. Bah oui. Voilà, Mais alors des justement, fleuves. comment on en arrive Ouais. au Champagne? Eh bien, comment on arrive en Champagne? Eh bien, après mes différentes expériences, en 99, mon père me dit, tiens, je vendrais bien un peu de champagne en Italie, au-delà de son arquebuse, l'Ermitage et de son produit de famille. Et puis, il voulait vendre un peu de champagne en Italie. Alors, puisqu'il allait souvent avec maman dans ses voyages. Et j'ai entendu le mot champagne, et je sais pas, je marche pas mal à l'instinct quand même. Et, et j'ai dit, tiens, ça m'a fait tout de suite pétiller. Donc, nous sommes partis ensemble à Milan faire une première dégustation de champagne qui était organisée par le CIVC. Et là, le champagne et moi, ça fait j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et un de mes amis, notamment, m'avait vraiment poussé aussi, m'avait dit, mais le champagne, c'est pour toi. Voilà. Donc, effectivement, j'ai dit à papa, on va prendre l'exclusivité pour le pays. Voilà. Et donc, je suis Ah, comme partie ça, là-bas. tac. Oui, mais là, d'ailleurs, c'est intéressant à raconter comme expérience de nos jours parce que je n'avais pas demandé combien ce que j'allais gagner. Quels étaient les remboursements de frais, tout ça, rien. Je suis partie la tête dans le guidon, c'est-à-dire avec ma petite voiture que je m'étais payée à l'époque 13 000 francs, je m'en souviens très bien, une 205 rouge. Et je suis partie avec mes bibles comment dire, les maps, nous n'avions pas de GPS, donc c'était Ah oui, oui, bien sûr. comment est-ce qu'on appelle Oui, ça je déjà? cherche Je le me nom souviens plus aussi. comment est-ce qu'on Oui, appelle oui, les ça. grandes cartes, Les là. cartes routières, Ouais, tout les cartes simplement. routières, les Voilà. grandes cartes. Donc là, j'avais pas mal de livres pour aller jusqu'au fin fond de l'Italie. Mais alors, là, vous vendiez le champagne de quelqu'un d'autre, voilà, d'autres marques. exactement. Donc c'était 5 marques d'un même groupe. Et petit à petit, donc le premier Mais là, ça portait- vous a piqué comme ça. Vous vous êtes dit, Oui. tiens, j'ai envie de faire ça. Bah, je sais pas, ça m'a. Voilà, vous voyez, comme quoi. Mais là, vous n'y connaissiez rien, entre guillemets. Non, Enfin, je veux dire, oui, vous aviez non. pas. À part que dans mon ADN, j'avais sûrement quelque chose, puisque j'étais quand même. Nous avons une ancienne cave où j'allais beaucoup avec mon cousin pour faire les paquets cadeaux des bouteilles, non loin de la place des Jacobins, n'est-ce pas? Et donc, j'ai vécu un peu cette atmosphère. Donc, je Oui. pense qu'on l'a dans l'ADN, vous voyez. Oui. Mais après, on peut apprendre. Ouais. Donc, je ne m'étais pas posé la question de si c'est possible, si ce n'est pas possible. Bien l'avez sûr, fait. les amis de mon père souvent me disaient, mais écoutez, vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de créer une maison de champagne en pleine période de crise. Enfin, ça paraissait improbable. Moi, en réalité, je ne l'entendais pas. Je pense que j'ai vraiment écouté tout le temps mon cœur. Et je pense que c'est le seul qui vibre juste, hein, un peu comme dans les partitions de musique, vous voyez. Ouais, je veux bien. S'il n'y a pas de fausses notes, je pense qu'il faut toujours croire. Ce n'était pas un rêve, c'est quelque chose qui venait de loin, vous voyez. Mm. Donc, j'ai vraiment. J'ai juste pris ce chemin, comme dans mes voyages, un peu comme ça, à l'intuition. Oui, donc vous avez voilà. le coup de cœur sur la dégustation. Vous en parlez avec votre papa et vous décidez Voilà. d'aller finalement faire la commerciale. Vous allez vendre du Exactement. champagne Donc, je français. construis le marché pour ces maisons de Ah, champagne, oui, d'accord. puisqu'ils n'étaient pas implantés encore sur le ok. territoire italien D'accord. quand même. Et puis, le premier champagne portait le nom d'une femme. Donc, je m'étais vraiment assimilée à ce personnage.
Et donc, mon côté un petit peu italien, artistique, de par mon arrière-grand-mère qui était dans comédienne et qui faisait des pièces de théâtre. Ouais. Je pense qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui était en moi. Donc, j'ai beaucoup développé des scènes un petit peu théâtrales pour promouvoir les champagnes des autres. À travers la cuisine, qui me passionnait, parce qu'il y avait aussi un petit peu de la cuisine dans ma famille. Ouais, ok. Voilà, des restaurateurs. Donc, il est vrai que je me suis passionnée des produits gastronomiques très vite en Italie depuis 99. J'ai connu des producteurs qui me racontaient leurs histoires. Et là, j'étais passionnée de cette authenticité et de ces valeurs. Voilà. Donc, cela m'a permis vraiment de petit à petit, à travers la connaissance du champagne, à force d'aller en Champagne, ça m'a vraiment donné envie de créer une gamme de champagne avec des arômes et qui se marient à travers les différentes cuisines du monde. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un voyage, mon champagne. Alors, c'est quoi le déclic où vous vous dites, bon, allez, j'ai envie de créer mon Ah, propre champagne? alors ça aussi c'est intéressant car j'ai un beau jour, après 12 ans de construction pour ces maisons de champagne, j'ai perdu un peu tout ce que j'ai construit parce que les maisons ont décidé on va dire, de voyager tout seul. Ok. Donc se libérer de mes De services, n'est-ce l'accompagnant. pas? Ouais. Donc je le raconte avec le sourire aujourd'hui parce que sur le coup, c'est sûr que je l'ai vécu très mal parce que je commençais à développer quand même des volumes intéressants qui pouvaient me permettre de gagner de l'argent et j'ai tout perdu. Donc c'est sûr Ah ouais. que j'ai passé 4 ans. À la 5e année, j'ai commencé on était à zéro, donc je commençais à gagner un petit peu d'argent. D'accord. Et donc, le jour où j'ai tout perdu, ça a été très dur. Mais finalement, avec du recul, vous voyez, je m'aperçois que la vie, en fin de compte, c'est la vie. Voilà. Les moments difficiles permettent de laisser place à quelque chose de mieux. Mais je ne le savais pas avant. Maintenant, c'est par expérience, quand il m'arrive quelque chose de pas très sympa, je le prends autrement. Je me dis, tiens, ok, pourquoi est-ce que je vis ce moment là vous voyez, un peu difficile. Ouais. Je dis, bon, sûrement, c'est parce qu'il va y avoir autre chose après. Donc, je le prends un peu Avec mieux. philosophie. Bah, complètement, parce que c'est quand même la vérité. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais, c'est ça, c'est le Mais problème. du coup, On après, l'aborde j'ai travaillé différemment. aussi pas mal sur le plan personnel pour prendre du recul, du détachement et ne pas être dans l'émotion et dans la colère. Et de me dire, lâcher prise et avec le temps, les choses arrivent. Et garder le sourire, en fait. Ouais, c'est ça. Alors là, du coup, il vous arrive ça. Ouais. Et ben, du coup, tout le monde me dit, pourquoi tu ne ferais pas ton propre champagne? Après tout le monde croit que c'est le tien. Donc, tout le monde, mes clients, voyaient ma famille et moi. Donc, il est vrai que... Et Oui, donc, vous incarniez finalement voilà, pour vos clients, vous incarniez exactement. quelque chose qui est Voilà. au-delà. Exactement. Donc, pourtant, ils savaient que ce n'était... Mais vous savez, les clients, encore aujourd'hui, me disent, mais est-ce que tu es propriétaire des vignes? Mais en réalité, c'est ça qui est incroyable, parce que ça va au-delà, en fait. Si le champagne plaît et qu'on va dire c'est bon, tout Oui, bien simplement, c'est mon histoire. Donc, ça veut bien dire que j'ai pu sélectionner quand même des champagnes ou un champagne avec lequel travailler et modifier ma gamme pour qu'il soit vraiment à mon goût. Voilà. Mais alors, Donc, comment on fait concrètement? Vous êtes présenté dans une maison de champagne? Ça marche comment, quoi? Alors, je connaissais différentes maisons Ouais. et il est vrai que... Parce que c'est difficile comme milieu, hein? Oui, C'est pas... oui, non, c'est sûr que c'était difficile parce que j'ai un petit peu tourné en Champagne. J'ai visité des grandes maisons qui me disaient, eh bien, oui, effectivement, on peut vous faire un champagne, mais nous, ça nous intéresse plus que vous vendiez notre marque. Et OK, on vous fera un petit peu quelques volumes pour vous. Ah oui, d'accord. Alors bon, ça m'intéressait moyennement parce que j'ai du mal à faire les choses à moitié, vous voyez. Et donc, je me suis dit, on va faire... Donc, j'ai visité des plus petits. Les petits faisaient des bons champagnes, mais n'avaient pas assez de quantité pour moi. Ouais. Les coopératives, je ne savais pas trop ce que j'allais mettre dans mes bouteilles. J'aurais pu que coller une étiquette sur une bouteille avec un produit fini.
Donc, ce n'était pas l'histoire qui me plaisait. Moi, j'avais vraiment envie de participer à l'élaboration, aller dans les vignes, participer aux vendanges, faire vraiment vivre mon produit parce que ça me passionnait. Donc là, je connaissais aussi un champenois qui est quand même la 6e génération de son champagne, qui avait une taille à échelle humaine et qui était très organisé aussi et qui faisait quand même un petit peu de volume et avec lequel je collaborais déjà grâce à une personne qui m'avait présenté pour un autre pays à l'époque, pour le Japon. Donc j'avais déjà travaillé avec eux et il y avait quand même un rapport de confiance. Et petit à petit, je suis retournée chez lui et je lui ai dit, mais est-ce que je pourrais faire mon champagne avec toi, choisir ma gamme? Et au fil du temps, ça ne s'est pas fait tout de suite quand même, hein, il a fallu que ça mûrisse. Il se trouve que ma grand-mère s'appelait Marguerite, mais la sienne aussi, donc il était content. C'est rigolo. Ah ouais, ok. Et puis, vous saviez tout de suite que vous vouliez appeler votre champagne? Non, d'accord. Pas du tout. Tout ça, c'est venu au fil de discussions et d'échanges avec des amis italiens qui me disaient, des journalistes d'ailleurs, qui me disaient, mais alors, est-ce que tu sais comment est-ce que tu vas appeler ton champagne? Et là, c'est assez intéressant aussi parce que j'avais du mal à trouver. Florence, tout le monde disait, Florence, je ne trouvais pas que ça faisait champagne quand même. Et puis, c'était trop de me mettre en scène comme ça ne me plaisait pas vraiment. Je préfère être dans le backstage en réalité de la scène. Et puis, je cherchais et puis finalement, le nom d'une femme, j'ai fait des mois de brainstorming. Et puis un beau jour, on m'a dit, mais ton champagne, tu es né dans le monde du vin, tu as des valeurs familiales, ta grand-mère. Et là, ça a été un déclic incroyable qui rejoint autre chose aussi. Quand j'ai pensé à Marguerite, c'était aussi le nom d'une fleur et le nom d'un cocktail que j'avais créé il y a plusieurs années, donc avec une fleur d'hibiscus. Et on m'avait pris l'idée, en fait. Je m'étais fait prendre l'idée. Et donc, je l'avais baptisé à l'époque. Il était né à Vérone. Et en fait, cette fleur d'hibiscus, quand on l'immergeait dans la flûte de champagne, elle teignait légèrement les bulles de champagne en rose. Ouais. Et toutes les bulles naissaient du cœur. Donc tout le monde trouvait ça poétique. Et on m'avait dit, mais comment s'appelle ce nouveau cocktail? Alors j'ai dit, qu'est belle, Vérone, Roméo et Juliette. Je l'avais appelé la fleur de Juliette. Ouais. Et puis à la fin, on m'a dit, mais très bien, mais Juliette, à qui est-ce? Tu t'appelles Florence? Ouais. Tout le monde t'appelle Flo, la fleur c'est la tienne. Donc du coup, je l'ai baptisée Fleur de Flo. Et tout le monde était content. Donc, ensuite, on m'a un peu piqué, entre guillemets, l'idée. Parce que c'est vrai que cette fleur, du coup, c'était vraiment... j'avais distribué pas mal ces fleurs à travers les champagnes à l'époque. Et donc, j'ai déposé le nom de Fleur de Flo. Et le jour où j'ai eu le déclic du nom de mon champagne au nom de Marguerite, j'avais, dans tous mes voyages, cherché une fleur en alternative à l'hibiscus. Mais finalement, ma fleur était déjà là, quelque part. Ouais. Comme quoi... Quand c'est l'heure, les choses naissent naturellement. Oui, tout donc ça aussi, c'est intéressant parce que voilà, sont toutes des petites choses que l'on raconte pas forcément tout le temps, mais c'est quand même tout cela qui fait que tout s'aligne et tout se met en place. Donc exactement. Donc là, vous finissez par vous associer à ce vigneron, Alors, je ne suis pas associée. Il me permet de participer à l'élaboration. Alors, c'est pour ça que j'aime bien dire que mon meilleur contrat, c'est vraiment les rapports humains aussi. Ouais. Parce que c'est comme je pense, dans n'importe quelle histoire. Si on signe un papier et qu'on ne se parle pas, voyez, on peut voyager chacun dans deux mondes différents. Et puis un beau jour, on se sépare et on ne comprend pas pourquoi. Bah oui. Parce que finalement, on est différents. Ouais. Mais le fait d'échanger chaque instant, chaque jour, et de vraiment vivre avec le cœur les choses, avec leurs différences. Et moi, j'ai pu quand même avancer et faire ce qui me plaît. Et en mettant parfois mon poing dans la poche, parce que c'est pas toujours comme on veut, mais il faut savoir aussi un peu composer, voilà. Et l'important, c'est d'avancer, voilà. Donc, il a été d'accord pour que je puisse participer à l'élaboration. Et effectivement, je choisis mes millésimes à l'aveugle, mes temps de cave, mes dates de dégorgement, pour avoir vraiment un goût. Du coup, on a chacun notre gamme, voilà.
Mais alors aujourd'hui, donc vous avez fondé cette marque de champagne, Oui, Maison exactement. Marguerite. Oui, Aujourd'hui, vous la distribuez vous-même, vous la oui, distribuez en France, mais aussi à l'étranger, vous me disiez oui. en préparant l'émission. Ah oui, ça c'était l'évidence pour moi. Maintenant, je voyage moins physiquement loin, Ouais. mais c'est ce qui m'anime chaque instant, c'est de faire voyager mes bulles, comme je dis, à travers les différentes cuisines du monde, parce que Mais ce qui me vous avez passionne. fait ça toute seule? Oui, mais parce que j'étais tellement habituée à voyager toute seule tout le temps, que je voyage de la même manière en Italie. Alors je n'ai pas mon sac à dos, mais vous voyez, j'ai un objectif, mais après je me laisse pas mal guider, dans mes journées pour, pour Mais alors, des surprises, on va dire. dans ce voyage que Mmh. vous décrivez, qu'est-ce qui a été le plus difficile, vous diriez, en regardant par-dessus votre épaule? Et est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme a été un frein ou au contraire, peut-être que ça vous a permis de faire des choses ou ça n'avait peut-être pas d'incidence? Oui, bah, forcément, ça peut avoir il y a forcément les 2. Alors, avec du recul, parce que ça fait quand même 26 ans que je suis dans le monde du champagne. Ouais, Ça fait 13 ans que j'ai créé donc, Marguerite Guyot. ouais, Et bien avant encore, il est vrai que, dans un milieu, masculin, il y a 25 ans, ouais, dans un pays quand même méditerranéen, ouais. fallait quand même faire attention. Moi, en plus, j'étais pas naïve, mais j'étais quand même, très spontanée et je me posais pas vraiment trop de questions non plus. Je Oui, m'habillais très, des petites robes, enfin bon, c'était pas Mary Poppins, mais j'aimais bien, oui, il y avait de la m'habiller à ma manière. légèreté, il y Donc avait c'est pas pas de parce que voilà, donc je n'avais pas, des bottes de vigneronne, voilà, vous voyez? Donc c'est vrai que je me rendais pas trop compte, mais il fallait quand même, finalement faire un peu attention. Avec du recul, je me présente moins comme ça. Quand il y a en tout cas, c'est vrai que j'évite d'en rajouter ou enfin, s'il faut dire les choses, j'aime bien faire profil bas et ça, c'est pour une soirée, c'est bien, mais après, j'essaye de me concentrer sur le produit et de pas, peut-être il y a des moments, je faisais attention de pas vraiment trop me maquiller, de pas vraiment mettre de rouge à lèvres, de plus pas mettre de vernis rouge, c'est vrai. ah oui, carrément. J'aimais bien m'effacer parce que c'était pas toujours évident. Parce que parfois, bah, on a toujours des rapports Ouais. hommes-femmes et puis on pouvait se dire: «Bah, tiens, elle peut-être elle croit qu'elle va arriver à vendre son champagne parce que, elle est un peu sexy» et moi je voulais pas ce côté-là justement. Je voulais vraiment, dire: «Voilà mon champagne, ce produit, il me plaît parce qu'il est fait de cette manière» et c'était pas, je voulais pas me servir de mes «atouts» entre guillemets féminins pour pouvoir arriver à vendre quelque chose. Donc je me suis rendu compte, il fallait que enfin j'ai quand même modifié des choses, clairement, ça c'est sûr, hein. Est-ce que c'était dur en tant que femme d'arriver à convaincre ou pas plus que ça parce que c'est un milieu concurrentiel et que Bah, de c'est toute façon, difficile, de toute façon, tout est enfin, forcément, mais c'est la vie, j'oserais dire aussi. Je voulais pas non plus être dans ce côté un peu guerrière, et victime, donc j'ai préféré quand même, ça c'est mon parcours personnel qui est en alternative, au monde du travail, vous voyez? Je pense que ça c'est important parce que bien sûr, mais c'est la vie, il y a des avantages aussi, vous voyez? Ce n'est pas qu'un problème d'être une femme. bien sûr, heureusement, on est bien Donc d'accord. après on attire des situations aussi à un moment donné. Donc le fait de modifier des choses sur soi permet aussi d'attirer des situations, différentes. Donc après c'est un peu subtil, mais bon. Florence, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil aux femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être un projet dans un coin de leur tête, qui revient avec récurrence, mais qui n'osent pas peut-être franchir le cap en se disant mais je suis pas spécialiste de ce secteur ou je sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous auriez envie de de leur partager? Je pense que je pense qu'il faut croire, plus que croire, alors je pense vraiment que la racine, la base, c'est vraiment le cœur. Donc si on ferme les yeux et on écoute ce qui vibre en nous, si on sent qu'on est sur un chemin qui nous rend heureux et qui nous fait du bien, je pense que c'est la voie de la vérité. Voilà ce que je peux dire. Parce que les stratégies et les business plans, c'est bien, mais
cette énergie-là que l'on va développer, elle va au-delà. Je pense qu'elle va au-delà parce que moi, finalement, je n'avais pas de budget, hein. Je n'ai eu aucun budget. Je n'avais pas de partenaire financier. Mon père, il a fait ce qu'il a pu, mais je n'ai pas eu non plus financièrement quoi que ce soit. Donc, j'ai démarré à moins que zéro, même puisque j'étais en perte au départ. Donc je pense qu'il faut juste ne pas attendre de quelqu'un pour avancer. Voilà. Aujourd'hui, c'est assez actuel aussi. Oui, c'est vrai. Parce que je ne pense pas que ce soit la solution. J'ai essayé à un moment donné, quand j'étais vraiment en difficulté, j'ai discrètement parlé à quelques personnes de confiance en me disant comment est-ce que je vais faire. Ouais. Parce que c'est vrai que j'étais quand même affaiblie. Je me suis dit, c'est où je vais faire comment pour rembourser tout ça. Je me jette dans le Rhône ou quelqu'un va m'aider. Et quand j'ai compris, j'attendais pas qu'on me donne de l'argent gratuitement. J'avais besoin de trouver des clients d'un coup, peut-être qui allaient me permettre de développer plus rapidement et de me mettre à flot. Puis comme j'ai vu que ça ne marchait pas vraiment, j'ai trouvé d'autres clés qui m'ont permis de travailler. Alors travailler, j'aime pas trop le terme finalement. C'est un apprentissage personnel qui est un éveil personnel qui permet d'être rester positif et d'aller de l'avant et ne pas attendre de l'autre que ça tombe du ciel. Parce que de toute façon, ça tombe pas du ciel. Mais j'ai l'impression de voir que si l'on travaille et qu'on est juste, il y a quand même des cadeaux du ciel de temps en temps. Donc, le chemin n'est pas fini. Hein. Et alors, Florence, dernière question. Si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, plus visibles, s'expriment davantage dans le débat public ou dans la société ? Je pense que tout est possible à partir du moment où on reste positif et on est dans le cœur. Je pense que c'est possible. Juste, je crois qu'il faut être... il ne faut pas, je pense, être... Enfin, il ne faut pas, j'aime pas parce que c'est un jugement. Il vaut mieux être dans l'amour que dans la colère. Voilà. Parce que ça c'est plus fort que tout. Et on arrive. Il y a toujours une petite lumière, vous voyez, qui nous renvoie l'appareil. Donc, je pense que c'est croire en ce que l'on est, même si on n'y croit pas. La preuve, je peux vous le dire. L'important, c'est d'avancer et dans ce qui nous fait du bien. Et il y a toujours une main ou quelqu'un qui va être en résonance avec nous, qui va nous permettre d'avancer. Voilà. Florence, merci beaucoup d'être venue faire pétiller notre café ce matin, au Café des Lyonnes. Merci à vous, c'était très agréable. J'espère que j'ai pu répondre évidemment, au mieux. Parce que du coup, je n'avais rien préparé, mais je me dis aussi qu'il n'y a rien à préparer. Il faut que encore une fois, c'est le cœur qui parle. Hein. Voilà, donc ce qui pétille... À la base, c'est le cœur. Après, c'est l'effervescence des bulles champenoises. Merci d'être venue partager votre parcours ce matin avec nous, Florence. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Merci, Alexandra.